on s'aperçoit que toutes les pailles, notamment alternatives, en bambou, en papier ou autre, sont pleines de chimie, PFAS. Et donc il y a un sujet réellement qui est relié à la santé. Bienvenue sur Basis Point. Aujourd'hui, on se pose avec la brillante Emmanuelle C. de Swiss Life Asset Managers, véritable poids lourd de la gestion d'actifs, pour parler d'investissement thématique. Si vous avez manqué la première partie, on y a posé les bases. Ce qu'est un vrai fonds thématique, comment détecter une méga tendance et pourquoi certaines convictions tiennent même lorsque le narratif ESG s'effondre. Et vous pouvez la revoir dès maintenant en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Dans cette suite, on va plus loin. On s'attaque à une thématique encore émergente, la biodiversité. Pourquoi c'est pas un supplément d'âme? Pourquoi ça redéfinit les modèles, les données et les chaînes de valeur? Et surtout, comment on passe du concept à l'investissement concret? Si le format vous plaît, pensez à le faire savoir à YouTube en likant et en vous abonnant. Bon, allez, on y retourne. Quand on investit dans un fonds biodiversité comme celui que vous gérez, on le fait parce qu'on veut battre les marchés ou sauver la planète concrètement? C'est quoi le facteur décisif qui fait qu'on décide d'investir dans un fonds biodiversité? Alors c'est pas aussi binaire que ça, mais je dirais que les deux sujets convergent en quelque sorte. C'est-à-dire que, comme je mentionnais tout à l'heure, donc sur un fonds biodiversité et biodiversité impact, dans notre cas, on a justement ce sujet de matérialité financière d'un côté et matérialité impact biodiversité de l'autre. Et ça, c'est important. C'est possible qu'il y ait des gens qui s'en fichent en fait de l'environnement, de la biodiversité, qui veulent juste un produit qui réponde à des risques macro, des risques structurels long terme, en disant que cette stratégie-là peut y répondre? Alors, disons qu'il peut y avoir différents types de profils d'investisseurs. C'est vrai qu'une grande majorité d'entre eux s'intéressent à minima à l'environnement et à la protection de façon générale. Après, si on regarde d'un point de vue construction de portefeuille et allocation, en fait, avoir une brique, je parle plutôt en termes d'ingénierie financière, avoir une brique d'allocation affectée à la biodiversité, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter de la diversification, ça va apporter de la décorrélation. Pourquoi? Parce qu'en termes de profil thématique, c'est totalement différenciant. Si on regarde par exemple l'essentiel des fonds thématiques, on va voir qu'ils sont très axés croissance, peut-être mid-cap, large cap, etc. Quand on est sur un fonds biodiversité, on est plutôt sur du small mid déjà. Ensuite, moi je raisonne dans un univers coté, donc juste pour rappel. Donc on sera davantage sur du small mid. Parfois, potentiellement, certaines entreprises ne sont pas profitables, donc peut-être avec un profil financier stable, mais avec des EBITDA négatifs jusqu'en 2030, free cash flow négatif jusqu'en 2030. Donc c'est un profil parfois un peu particulier d'entreprise qu'on peut retrouver. Donc ça, c'est une spécificité. On va également retrouver quelque chose qui est différenciant, c'est que comme c'est une thématique un petit peu plus, on va dire, emerging, on ne va pas être sur de la croissance. Parce que les facteurs, quand on raisonne en termes de facteurs, ce sont des facteurs finalement court-termistes. C'est-à-dire, est-ce qu'à date d'aujourd'hui, c'est de la croissance ou non? Et comme c'est une thématique qui investit sur la croissance future, donc on investit, peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera de la croissance matérialisée, de la croissance réelle. Mais à date d'aujourd'hui, ce n'est pas encore de la croissance. Donc on va être en fait sur un profil de fonds qui va tendre légèrement vers la value plutôt que de la croissance. Donc en termes de construction, si on revient sur la partie allocation et construction même de portefeuille, on voit clairement de la décorrélation quand on apporte ce type d'actifs au sein d'un equity versus bond ou classique. Du coup, quand vous faites de la recherche pour gérer ce fonds, vous devez tomber sur des innovations, des idées de business, des technologies assez surprenantes. Il y a une technologie sur laquelle vous êtes tombé que vous a vraiment impressionné? Ça serait compliqué de répondre. Et c'est aussi ça qui est stimulant avec cette thématique, c'est qu'il n'y a pas... En fait,
il y a les technologies d'un côté, mais il y a tout l'ensemble de solutions. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement stimulant et intéressant avec cette thématique. C'est-à-dire que je mentionnais tout à l'heure toute la partie un peu économie circulaire. Ça, c'est un volet de tout ce qui est solution. Le deuxième volet, ça va être effectivement tout ce qui est technologie. Il y a énormément de technologies, des technologies de monitoring, de repérage sous-marin, d'agritech, énormément finalement. Et c'est un secteur qui se développe vraiment à vitesse exponentielle Avec finalement. l'IA? Avec et sans IA. Il y a différents types de profils d'entreprise, on va dire là-dessus. Et c'est vrai que c'est vraiment assez stimulant de voir ces technologies apparaître, de voir des sociétés qui remodèlent leur business model pour justement intégrer ces nouvelles solutions. Et un autre, donc là, ça c'est le troisième pan de solutions qui est encore beaucoup niche, on va dire, à date d'aujourd'hui, ça va être toutes les activités un peu régénératrices. Activités régénératrices, donc pour régénérer la faune, la flore. Donc ça peut être soit des couloirs de biodiversité, par exemple. Des couloirs de biodiversité? Exactement. Pour régénérer la faune et la flore. Donc, ça va être mis en place concrètement par des sociétés qui sont dans le segment des forêts, notamment. Donc, ça ne va pas être tout le secteur des forêts ou toutes les entreprises classifiées dans les forêts qui vont mettre en place ces couloirs de biodiversité. Au risque de paraître inculte, c'est quoi un couloir de biodiversité? En fait, ça va être une sorte de passage qui va être créé par une société avec des scientifiques notamment, pour justement permettre de régénérer cette faune et cette flore qui a disparu. Ah, pour la ramener d'un point A vers un point B, on va faire un couloir en fait. Exactement. Exactement. Et ça, on arrive à en voir de temps en temps et de plus en plus. Donc concrètement, on fait quoi? On coupe à travers champs pour planter des arbres? Pas forcément. On peut en voir, j'en ai vu il y a pas très longtemps, au-dessus par exemple des autoroutes. Ah, Par exemple, parce que il faut les que ponts, exactement, il y a les ponts certains ponts végétalisés. végétalisés en bois sur le côté, etc. C'est fait pour justement que les animaux puissent aller de l'autre côté, notamment, et qu'ils trouvent un passage sécure. Alors, pas uniquement, hein, mais ces couloirs de biodiversité, en fait, tout est très, comment dire, cadré. Ça doit se faire à certaines altitudes précises, à certains emplacements pas très loin de zones humides notamment, etc. Donc c'est pour ça que la collaboration avec le monde scientifique et le monde académique, de façon générale, mais là sur ce sujet-là notamment, c'est essentiel. Mais ce genre de boîtes, elles ne doivent pas avoir des marges de dingue. Ça dépend dans quel scope on parle. Au sein des sociétés cotées dans le monde, il n'y en a que 2. Donc c'est un périmètre assez réduit. Il y a une société canadienne, une société japonaise qui font à peu près le même type d'activité. Donc déjà, avec les meilleures certifications et autres, mais ça, je vais mettre ça de côté parce que ça va de soi, on va dire. Ensuite, ce sont des sociétés qui vont réellement travailler avec les scientifiques pour mettre en place ces couloirs de biodiversité. Et encore une fois, il faut se reprojeter sur un peu ce que je disais sur la COP15 biodiversité. Il faut qu'il y ait une collaboration entre tous les acteurs. Donc, service public, service privé, il y a la partie réglementaire qui est très importante. Il faut vraiment mettre tout le monde sur ces mêmes rails. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment essentiel sur ce type de thématique. Et voilà, donc ça reste niche, certes, mais néanmoins, il faut avoir en considération ce type d'activité. Pour Swiss Life AM, le processus de sélection, il ressemble à quoi? Comment on fait du coup pour dire toi tu rentres pas? En fait, on a une approche qui est double, c'est-à-dire qu'en premier lieu, on va regarder les entreprises qui réduisent leur impact négatif sur les écosystèmes, sur la nature, sur la biodiversité. Donc ça, c'est l'aspect un peu risque d'un côté. Et de l'autre côté, on va avoir tout ce qui est opportunité, donc toutes les solutions. Donc on va avoir cette double perspective finalement entre limiter l'impact négatif et avoir de l'impact positif. Donc sur les solutions, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a le segment qui est relié à l'économie circulaire, mais pas tout le segment de l'économie circulaire, seulement certains sous-segments. Les technologies concrètes et
On a ce dernier segment un peu niche encore à date d'aujourd'hui sur les activités régénératrices. Donc on va avoir cette dualité et on a construit une méthodologie dédiée, propriétaire, qui justement part du point de départ. Le point de départ, c'est l'évaluation scientifique et académique des entreprises. Il n'y a pas de raccourci. Sur la biodiversité, il n'y a pas... Alors, sur le climat, c'est déjà compliqué, mais sur la biodiversité, on n'a pas de métrique unique, magique, totalement agrégée, qu'on pourrait appliquer comme ça dans le portefeuille. Certains le font, mais voilà, ça peut poser quelques questions en termes de pertinence Des finale. espèces de scores ou des index, des choses comme ça. Alors disons qu'en termes de biodiversité, on peut dire que globalement, je balaye un peu l'étendue des données, on peut dire qu'il y a 3 volets principaux de data. Le premier, c'est tout ce qui est impact dépendance. Donc impact et dépendance, ça va être typiquement, je ne sais pas, l'impact d'un champ de tomates, petite, moyenne ou grande superficie, peu importe, sur un des écosystèmes donnés. Et on va avoir une sorte de gradation entre very low, low, medium ou high. Bon, c'est très intéressant, c'est très granulaire. Et tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Donc c'est pour ça que je disais, il faut partir de ce point de départ-là, mais ensuite il faut le transposer au niveau des entreprises. Donc il faut le transposer avec les activités même des entreprises. Donc il y a un retravail de données, parce que 99% des datas sur la biodiversité sont brutes, globalement. Donc il y a ce brut. Donc il faut les retravailler, il faut les reclassifier, il faut les nettoyer, il faut les projeter. C'est un peu ça le travail. Ça, c'était le premier volet de data. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est données géospatiales. Et ça, c'est vraiment très important sur la biodiversité. C'est un peu une des spécificités par rapport au climat. Au climat, généralement, on dit que le climat, c'est global et la biodiversité, c'est global plus local. Donc, il faut inclure cette spécificité géographique quand on regarde justement les activités même des entreprises. Et enfin, le dernier volet de data pour être concise un peu sur le sujet, ça va être... Alors, je disais que 99% des data étaient brutes. C'est le 1% restant. C'est une donnée d'intégrité de biodiversité assez classique. C'est quasiment la seule donnée agrégée qui existe en matière de biodiversité. Je dis quasiment parce que, bon, on va dire, on va faire une simplification dans l'équation. Ça s'appelle le MSA, Mean Species Abundance. C'est très simple. C'est une sorte d'échelle entre 0 et 100%. 0%, c'est le parking, 100%, c'est la forêt en Amazonie. Je simplifie encore une fois, mais c'est pour bien comprendre le principe. Et ça permet de classifier toutes les entreprises dans le monde basées sur cette échelle, finalement. Donc, c'est assez simple. En revanche, comme c'est une donnée nouvelle, il faut faire attention avec cette donnée encore à date d'aujourd'hui. Donc, il peut y avoir certaines instabilités de données dans certains secteurs et l'écosystème maritime n'est pas couvert avec cette donnée. Donc, ça va nous donner seulement une fraction, finalement, de toute cette thématique biodiversité au final. Et que si on veut vraiment capturer toute cette thématique globale, il faut vraiment se reposer sur ces 3 volets de data. Donc, les sociétés qui créent des couloirs de biodiversité, ils ont un score MSA très élevé. Alors effectivement, on se rapproche de la forêt en Amazonie. En fait, ça note leur impact sur la biodiversité ou leur participation à la régénération, à la biodiversité. Alors c'est protection et restauration des écosystèmes. Ah, les deux en fait. C'est les deux. Après, l'activité même des couloirs de biodiversité est assez particulière. C'est pas, comme je disais, c'est assez niche dans le scope de toutes les entreprises dans le monde. Et on va surtout se retrouver sur des entreprises avec une typologie plus, on va dire, classifiée industrielle. Alors, ça peut être de la grosse industrie, mais en fait, tout ce qui est tech, donc clean tech, nature tech, etc., est classifié industriel. Donc on va surtout se retrouver sur ce type de profil-là. Et effectivement, on va avoir, si on regarde simplement le MSA, une gradation entre 0 et 100%. Donc ça, c'est on va dire la simplification de cette donnée. Et ça prend en considération toute la chaîne de valeur. Justement, en en prenant effectivement toute la chaîne de valeur et les inventaires des entreprises. C'est ça l'objet en fait de cette donnée.
Après, comme je disais, l'écosystème maritime n'est pas couvert avec cette donnée, donc ça va nous donner une information qui est partielle et qui ne tient pas compte de tout le reste que je mentionnais en termes de volets de data. Donc finalement, pour résumer, il n'y a pas de raccourci, de shortcut sur la Il biodiversité. faut bouffer de la data, quoi. Voilà, la nettoyer, la classifier et la transposer. En préparant l'interview, j'ai vu une de vos présentations, vous parliez d'un modèle quantamental. Donc, c'est la fusion des mots quantitatif et fondamental. Vous pouvez nous expliquer? Effectivement, alors c'est un autre terme barbare, mais c'est très simple. Et c'est vraiment important en fait d'avoir cette flexibilité entre le quantitatif et le fondamental. Généralement, sur un fond thématique ou sur un fond thématique impact, il y a des biais marqués, que ce soit des biais sectoriels, des biais géographiques, des biais factoriels ou autres. Donc en fait, il faut gérer tous ces biais de portefeuille. L'objectif, c'est d'avoir un portefeuille robuste et stable qui délivre de la performance. Donc il faut avoir une sorte de squelette quantitatif pour gérer tous ces biais de portefeuille, tout ce risque au niveau du portefeuille. Recalibrer tous les différents points. Je donnerai des exemples après, mais pour recontextualiser un petit peu. En amont et en aval de ce squelette quantitatif, on va avoir le prisme fondamental pour justement aller identifier les entreprises qui sont en ligne avec nos attentes sur la biodiversité. Et de façon générale, c'est important d'avoir cette cette dualité entre quantitatif et fondamental. Je parle de façon générale sur le thématique ou thématique impact, mais c'est encore plus important sur des thématiques qui sont un peu plus émergentes comme la biodiversité. Pourquoi? Parce que on va se retrouver, comme je mentionnais, parfois avec des sociétés qui sont non profitables. Alors, ce n'est pas l'essentiel de l'univers d'investissement, mais on peut rencontrer ce type de société. Donc, il va falloir recalibrer finalement dans le portefeuille. Donc, c'est une question d'ingénierie financière, en quelque sorte, où il faut recalibrer le risque de ce biais-là. Donc, ça fait partie d'un biais intrinsèque du portefeuille, de la thématique. Et donc, on ne pourra jamais aller au-delà de la neutralité, par exemple. Mais entre, je ne sais pas, un -5 ou un -0,5, on a la flexibilité de recalibrer pour que le portefeuille soit le plus stable possible. Donc, en fait, ça va être l'exercice qu'on va faire sur des biais comme la profitabilité, sur certains secteurs. Je mentionnais qu'on avait beaucoup de sociétés qui étaient classifiées comme industrielles. Pourquoi? Parce que c'est un gros secteur où finalement il y a énormément il y a des technologies, il y a énormément en fait d'activités même au sein de ce secteur. Et il faut pouvoir finalement introduire de la diversification dans un carré comme ça. Donc en fait, ça va être vraiment l'objectif de ce squelette quantitatif, c'est d'introduire de la diversification et de recalibrer les biais intrinsèques. Par exemple, dans l'univers d'investissement, si je prends par exemple la thématique biodiversité, il y a beaucoup de sociétés japonaises dans l'univers d'investissement. Alors, c'est pas parce que j'adore le Japon, bon peut-être, mais c'est pas uniquement pour cette raison. Mais concrètement, en fait, on va se poser la question de est-ce que pour un portefeuille global, on est prêt à avoir, je ne sais pas, 50% de Japon. Ça crée ça crée un risque de concentration. C'est non gérable. Donc en fait, ça va être recalibré et typiquement dans notre portefeuille, on aura 16% sur le Japon. 16%, c'est quand même 2 fois l'indice global, donc c'est quand même on voit que c'est quand même un biais qui est assez marqué, mais c'est un biais gérable. C'est ça en fait l'objectif de ce squelette quantitatif. Donc vraiment une colonne vertébrale. Et la partie, pour revenir sur le fondamental, c'est vraiment, on va dire, essentiel puisqu'on est sur une thématique qui est nouvelle. Alors, là, je parle de la biodiversité, mais c'est important finalement. Je mentionnais toutes les datas tout à l'heure, etc. Mais finalement, peu importe toutes les données qu'on peut avoir dans le monde, à la fin, il faut être sûr que l'entreprise intègre réellement les critères de biodiversité dans son business model, qu'ils adaptent leur business model, qu'ils développent des solutions biodiversité, etc. Donc en fait, il y a un travail un peu d'investigation où on va voir justement au-delà des données s'il y a réellement une matérialité concrète. Donc c'est pour ça que l'aspect fondamental est
essentiel. Sur le plan personnel, comment vous êtes tombé là-dedans? Vous aimez la science, vous aimez le concept de biodiversité, vous êtes tombé dessus par hasard. Comment on fait pour arriver sur quelque chose de si technique? Parce qu'il y a une dimension scientifique qui est quand même non négligeable. Exactement, et c'est ça qui est stimulant aussi. C'est scientifique et aussi académique. Il faut rester en fait sur ce type de sujet, faut être constamment finalement nourri des différentes technologies qui sortent, les différents acteurs qui arrivent sur le marché. Ça peut être des brevets par exemple qui se développent ou autres. Donc en fait, Et puis assez bien comprendre ce qu'ils nous racontent quand on va les visiter, qui C'est nous ça. vendent leur boîte. mais enfin en tout cas, si la question est sur ma perspective personnelle, c'est vraiment, on va dire, sous cet angle-là qui m'intéresse et qui me stimule à la fin. Après, comment je suis arrivée là-dessus? Je dirais un peu plus progressivement finalement. Donc j'ai commencé en banque d'investissement au départ, donc c'était très fondamental. Après quelques années, je me suis dirigée vers la gestion d'actifs à Tokyo. Notamment, c'est pour ça que je mentionnais le Japon tout à l'heure. Et là, à ce moment-là, donc j'étais gérante multi-asset. Donc j'étais en charge du desk multi-asset dans ma précédente entreprise. Et en fait, donc c'était très quantitatif et très mathématique, vraiment. Donc je suis allée de l'autre côté du spectre. Quand je suis rentrée en France, c'est que j'ai été rapatriée donc, par ce même groupe. Donc j'étais toujours gérante multi-asset, donc vraiment allocation d'actifs. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, parce que c'est important de comprendre finalement quelles sont les spécificités des différents sous-jacents, comment les mettre bout à bout et comment à la fin avoir une allocation stable qui puisse générer de la performance, puisque c'est ça à la fin aussi qui est important. Et donc là, en fait, quand je suis rentrée à Paris, finalement, j'ai allié les deux. Le quantitatif et le fondamental. Et je suis restée sur on va dire, sur cet axe en termes de gestion. Donc, c'était un peu ma façon de faire pour gérer les fonds. Et je me suis spécialisée après sur la gestion impact, donc sous l'angle action, on va dire. Donc, impact sur le climat, sur l'environnement et le social. Avec notamment le premier fonds hydrogène lancé, un fonds Blue Economy. Je mentionnais les océans tout à l'heure. J'ai commencé en fait par cette partie-là et j'ai vu finalement qu'il y avait certains aspects qui étaient vite bloquants au départ parce que la feuille de route finalement c'était il faut s'intéresser uniquement aux océans et en fait on se rend compte que tout est complètement intrinsèquement lié comme on le mentionnait tout à l'heure. Et voilà, donc la biodiversité est arrivée assez rapidement dans tout ce mécanisme. Vous avez rapidement mentionné la COP 30 qui a eu lieu récemment. C'était pas la fête. Ce qu'on lit dessus, c'est assez mitigé, c'est pas hyper réjouissant, très peu d'implication des États-Unis. C'est mort? Alors je ne serais pas aussi défaitiste que ça. C'était peut-être pas spectaculaire, il n'y a pas eu peut-être un impact politique très marqué, on va dire au final. Mais à la fin, en fait, on est sorti du modèle où on attendait tout de ces COP, finalement. On est redescendu sur Terre. Disons que tous, on a des normes, on a la partie réglementation, on a les entreprises, on a les technologies, etc. Tout se développe en fait autour et on n'est plus là à attendre finalement un seul signal provenant finalement du politique, finalement. Et d'un côté c'est positif et d'un autre côté c'est pas positif. Enfin, premier côté, ça montre que tout s'est finalement inclus au sein de la société, au sein du modèle économique, puisque maintenant, toute la partie finalement climatique, si on regarde le climat par exemple, tout le monde a incorporé finalement les modélisations de risques climatiques sur les actifs, etc., chose qui n'était pas forcément présente il y a 10 ans. Donc, il y a cet aspect-là. Après, effectivement, c'était peut-être un peu décevant sur certains aspects, c'était pas spectaculaire, etc. Mais de l'autre côté, on mentionnait les États-Unis, encore une fois, il faut revenir aussi sur la réalité. Et au niveau de la réalité, on a de plus en plus d'entreprises américaines qui apparaissent, qui changent leur business model pour développer des solutions en matière de climat, d'énergie renouvelable, de biodiversité, etc. Pourquoi ? Parce qu'il
il y a cette ambition de business. Et la question Il y a est toujours... objectivement de vraies opportunités de business dans l'innovation, dans ces espaces. Exactement. Et en fait, à la fin, la question, c'est le business, est-ce qu'il sera laissé à la Chine ou aux États-Unis? Et donc, à partir du moment où il y a un business, les États-Unis sont là en quelque sorte. Et pour en revenir un peu à la COP, c'est un peu ça finalement. C'est-à-dire que si certains acteurs ne sont pas ou peu présents, finalement, ça veut dire qu'ils se coupent d'une certaine façon du business. Donc, il y a tout ça à avoir en considération. Et juste pour mentionner les États-Unis et la biodiversité de l'autre côté, les États-Unis sont parmi les premiers pays à combattre tout le sujet des PFAS. Donc les PFAS, c'est tout ce qui est chimie perpétuelle. Typiquement, les pailles en carton, les pailles en papier, etc. Qui est de la chimie pure. Qui sont dégueulasses. Donc on absorbe directement de la chimie dans notre corps. Et donc ça, c'est tout le grand débat qui avait lieu sur les pailles en plastique versus les pailles en papier, etc. Et quand on regarde les études, il y a eu de très bonnes études scientifiques indépendantes qui ont été publiées, notamment par certaines, on va dire, entités américaines. Donc vraiment, j'invite d'ailleurs tout le monde à regarder ces études-là, elles sont vraiment passionnantes. On s'aperçoit que toutes les pailles, notamment alternatives, en bambou, en papier ou autre, sont pleines de chimie, PFAS. Et donc, il y a un sujet réellement qui est relié à la santé. Et c'est un peu ça le sujet avec la biodiversité. Souvent, on dit que le climat, c'est unidimensionnel. C'est comme un carré en 2D, pour mettre une image un petit peu dessus. La biodiversité, c'est une sorte de cube en 3D. C'est vraiment multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a une implication au niveau de la santé, il y a une implication au niveau de l'alimentation, au niveau de la culture, etc., de l'eau. C'est très vaste. C'est civilisationnel, en fait. C'est ça. C'est plus complexe à appréhender, mais ça nous touche directement. Donc là-dessus, on rentre directement sur une méga tendance. Pour finir avec une question un petit peu cynique qui pourrait fâcher, on a vu tout le hype ESG s'aplatir, voir beaucoup de greenwashing, de voir plein de pirouettes marketing autour de ça pour essayer de capter des flux de nouveaux fonds dans les produits. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose là, avec la biodiversité? Je ne pense pas. Concrètement, on n'est plus autant dans le brouillard qu'avant. Je pense, moi, c'est les données qui me viennent en premier lieu en tête sur le sujet. On n'est pas non plus, je dirais, sur un GPS totalement parfait non plus. Mais encore une fois, sur le sujet de biodiversité, le sujet est matériel. Donc, on peut investir dessus à date d'aujourd'hui. Il y a suffisamment de données. Alors, en termes de données, c'est ce que je disais, l'essentiel, ce sont des données brutes. Mais on a beaucoup de données scientifiques, académiques. Donc, il faut toujours partir du point de départ. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il n'y a pas de raccourci finalement on ne peut pas partir d'un analyse globale, filtrer sur une donnée et c'est magique, il y a un fonds de biodiversité. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un peu illusoire. Après, la question c'est, concrètement, est-ce que tout est parfait? Non. Mais si on regarde par exemple le sujet climat, il y a 10 ans, c'était à peu près la même chose. Et les cadres se sont développés, les outils se sont développés, la data est devenue plus mature également. Et ça va être la même chose pour la biodiversité. Donc il faut rester flexible sur ce sujet. Après, si la question c'est est-ce qu'on est confortable d'avoir une stratégie biodiversité, est-ce qu'on peut investir dessus, etc. Clairement, oui. On peut construire un portefeuille qui est parfaitement en ligne avec la préservation et la restauration des écosystèmes. Donc ça, il faut avoir vraiment en tête ces différents éléments. Sur ce type de sujet, il ne faut pas attendre, on ne peut pas attendre que tout soit parfait. Il faut agir dès maintenant. Et c'est un peu finalement, pour revenir un peu à ce qu'on disait sur la COP15 biodiversité, il faut que tous les acteurs soient finalement en marche pour cet objectif qui est global,
que ce soit les institutions financières d'un côté, que ce soit le secteur public de l'autre, les entreprises, tout le monde. Et le push réglementaire, heureusement et malheureusement, qui est vraiment essentiel pour que tout aille dans la même direction. Emmanuel C., merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer juste là en bas pour vous abonner à la chaîne YouTube officielle Basis Point.